Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans le cadre de cette conférence. Donc, je suis Delphine Gomez de Souza, je suis coordinatrice sectorielle pour les entreprises de services numériques au sein de l'ANSSI. Et on m'a confié cette mission de vous poser un peu le cadre global de la directive NIS et donc de ses différents enjeux. La directive NIS, en fait, c'est la première initiative législative de l'Union européenne. Si la sécurité des OIV, c'est de la prérogative souveraine des États, c'est clairement du rôle de l'Union européenne de s'assurer au bon fonctionnement du marché européen. Donc dans ce cadre-là, l'Union européenne a mis en place donc, cette directive qui a un objectif simple. Enfin, il est simple sur le papier, hein, c'est d'assurer un niveau de sécurité élevé et commun des réseaux et des SI au niveau européen. Cet objectif, en fait, il se décline en 4 enjeux. Le premier enjeu, en fait, c'est de consolider les capacités au niveau national. Ensuite, c'est de renforcer la coopération au niveau des États membres. Et enfin, les 3e et 4e enjeux posent un dispositif, en fait, un socle de règles de sécurité pour les acteurs, des acteurs ciblés que sont donc les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques. Donc, quand on a dit ça, on va passer un peu, je vous mets un petit récapitulatif en fait, de l'adoption de la directive à sa transposition. Donc, vous pouvez voir que depuis 2012, en fait, pendant 3 ans, il y a eu des négociations entre les États membres sur le texte, avec un accord politique en 2015 et une adoption enfin de la directive en 2016. Donc, ça a été un travail de longue haleine. Et enfin, avec une transposition, comme il a été dit précédemment, justement en 2018, donc loi de transposition, un décret et 3 arrêtés d'application concernant les services, les systèmes d'information essentiels. Donc maintenant, on va aborder les 4 enjeux qui ont été énoncés. Donc le premier enjeu, en fait, c'est en termes de capacité. Donc l'idée, c'est comment on renforce la gouvernance en termes de maturité et de manière fonctionnelle. Donc la directive, elle pose 3 critères. Tout d'abord, définir une stratégie nationale. En France, elle a été définie dès 2015 et renforcée en 2018. Ensuite, le deuxième critère, c'est de désigner une ou des autorités compétentes et un point de contact unique. Sans surprise, hein, c'est l'ANSSI qui est l'autorité nationale compétente en la matière et le point de contact. Enfin, c'est de désigner aussi au niveau européen un CERT. Et donc, évidemment, au niveau français, c'est le CERT-FR qui a été désigné comme point de contact. Le deuxième enjeu, c'est créer un cadre de coopération. Donc là, on est vraiment dans l'idée, il faut que les États membres discutent entre eux, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident, et en tout cas, il faut leur créer un cadre où ils peuvent échanger. Donc il y a d'une part un niveau politique, et c'est le groupe de coopération NIS qui a été créé en 2017. Donc les objectifs sont aussi faire circuler l'information, échanger les bonnes pratiques, apporter un soutien aux États membres, aussi bien en termes de formation, d'outillage, bref, d'augmenter le niveau de maturité en termes de cybersécurité. Ces groupes de coopération sont constitués évidemment des États membres, de la Commission européenne et de l'ENISA. Il y a un deuxième aspect à ces groupes de coopération, c'est un aspect plutôt opérationnel. Donc c'est les CERT Network, qui regroupent les CERT au niveau national, le CERT au niveau Union européenne, l'ENISA et ainsi que la Commission européenne en tant qu'observateur. Là, l'idée, c'est en fait, dans ce groupe de travail, le groupe de coopération, c'est d'identifier en fait un réseau d'experts pour que, pareil, il y ait une circulation d'informations, qu'elle soit fluide, qu'il y ait un niveau d'échange de bonnes pratiques, de mutualisation,
d'information, de pratique. Et donc, quand on a vu un peu, donc là, ces deux enjeux, en fait, c'est des enjeux qui sont, pour la directive, qui sont très clairement institutionnels. On va passer à du plus pratico-pratique, en tout cas pour vous. C'est le socle, le dispositif de cybersécurité qui a été mis en place. Et tout d'abord, celui qui a été mis en place pour les opérateurs de services essentiels. Donc, on définit selon trois critères. Donc, c'est une entité qui fournit un service essentiel. Oui. Ça veut dire que ça maintient, l'activité sociétale et ou économique critique. Donc ensuite, ce service, il est tributaire d'un réseau ou d'un SI. Et enfin, s'il y a un incident, il faut évaluer l'importance de l'effet disruptif de cet incident sur le service. Pour évaluer l'importance d'un effet disruptif, on a plusieurs critères qui sont assez nombreux. Donc c'est soit le nombre d'utilisateurs de ce service essentiel, la part de marché de l'opérateur, est-ce qu'il existe des disponibilités, des moyens alternatifs à disposition, c'est quoi l'impact géographique, des facteurs sectoriels. Donc voilà, plusieurs critères. En France, en tout cas, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas mettre de seuil à ces critères d'évaluation, parce qu'on va le voir après, l'idée, c'est de ne pas avoir une désignation automatique d'OSE. Donc on verra à la slide d'après sur justement la désignation des OSE, d'où en fait une appréciation aussi au regard du marché concurrentiel, du contexte national, etc. Donc, mais avant de revenir sur le processus de désignation, il y a une liste, ça a changé ça. Il y a une liste de services essentiels. Donc la directive, elle pose 7 secteurs. La France, elle, dans sa transposition, on a listé 15 et 23 sous-secteurs. Donc typiquement, les secteurs qui ont été ajoutés, c'est le transport, la logistique, les produits pharma, l'emploi et la formation professionnelle. Donc voilà, ces 15 secteurs qui sont aujourd'hui ciblés comme services essentiels. Donc, maintenant, pour revenir un peu au processus de désignation et pour expliquer pourquoi aussi on n'a pas mis de critères de seuil, c'est parce qu'en fait, on souhaite être dans un processus itératif, continu et progressif. Donc, comme il a été dit, il a été transmis à la Commission européenne une liste d'OSE, donc au nombre de 122. Je ne vous donnerai pas le nombre actualisé, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus qui est... le processus de désignation, il n'y a pas comment dire, la cadence n'est pas effrénée, mais en tout cas, il y a un rythme régulier de désignation. Donc, comment ça se passe? En fait, on va avoir au sein de l'ANSSI une équipe, les coordinateurs sectoriels, qui vont justement aborder, en fait, échanger avec les OSE qu'on estime potentiels. Donc, on établit une liste. Il y a un échange qui se fait justement pour, impulser un peu, justement, expliquer de manière pédagogique c'est quoi le dispositif, pourquoi l'ANSSI estime qu'il rentre dans ce dispositif. Et ensuite, suite à ça, donc avec les ministères de tutelle, il y a une liste d'OSE potentiels qui est transmise, ce qui fait qu'on envoie une lettre d'intention aux OSE potentiels. Ces derniers, ils ont 1 mois pour répondre et évidemment pour soulever des réserves éventuelles. Ensuite, il y a des échanges à nouveau qui se font avec ces OSE potentiels. Puis, à l'issue du contradictoire, finalement, c'est par un arrêté de désignation qu'est prise la décision, et c'est une décision du Premier ministre. Évidemment, vu qu'on est dans un cadre européen et que ça peut impacter les autres États membres, si une entreprise a un impact sur d'autres États membres, les autres États membres sont évidemment consultés.
Enfin, donc, quand on a désigné, c'est toujours pareil, l'ANSSI, elle accompagne l'opérateur. Donc c'est un accompagnement qui se veut le plus individuel possible. Donc évidemment, c'est aussi en ce sens que la cadence de désignation est progressive, puisque on fait aussi avec les moyens RH qu'on a. Donc si on veut pouvoir accompagner, soutenir la transformation au sein des OSE, forcément, il faut aussi qu'on puisse individualiser cet accompagnement. Quand je dis ça et qu'on est OSE, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des obligations, évidemment, qui sont afférentes. Les obligations, c'est identifier un représentant auprès de l'ANSSI, donc c'est dans un délai de 2 mois après la désignation. C'est d'identifier les SI essentiels, et ça dans un délai de 3 mois. Ensuite, appliquer les règles de sécurité, donc avec les délais qui sont impartis pour chaque règle, effectivement, il y en a 23. La déclaration de tous les incidents, et enfin, la possibilité d'être soumis à des contrôles par l'ANSSI ou par un tiers de confiance certifié par l'ANSSI. Concernant les règles de sécurité, en gros, on retrouve le même cadre, la même méthodologie que pour la LPM, tout en disant que quand même c'est les règles qui sont atténuées dans beaucoup de situations. Donc on retrouve les 4 cas qui ont été rappelés tout à l'heure, qui est à savoir la gouvernance, la protection, la défense et la résilience. Avant de venir donc voilà, sur les opérateurs de services essentiels, pour vous faire un petit bilan aujourd'hui des désignations, il y a des OSE qui sont OIV, qui sont déjà OIV. Donc pour ces acteurs-là, on va dire que c'est assez simple de les intégrer dans le dispositif OSE, puisqu'ils ont déjà amorcé une transformation en interne sur la RSI. Donc ça, c'est, on va dire, assez simple. En plus, le cas nominal, c'est quand même que les SIV, c'est des SIE. Donc dans ce cadre-là, c'est plutôt simple. Et même s'il y a des SIE qui sont différents des SIV, finalement, c'est des cas assez marginaux en termes d'implication pour l'acteur. Après, évidemment, pour les ESE qui ne sont pas régulés par la LPM, on se retrouve dans des situations qui sont assez hétérogènes. Évidemment, il y a des attitudes qui sont plutôt réfractaires à ce dispositif, d'où l'accompagnement justement et soutenir dans cette transformation et expliquer en quoi c'est important de s'intégrer dans ce dispositif, que ce n'est pas seulement des caractéristiques techniques, mais il y a aussi un aspect qui est beaucoup plus stratégique en termes de pérennité pour l'entreprise, et que c'est finalement un fil conducteur, les SI. La sécurité des SI, c'est un fil conducteur pour l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Et ensuite, il y a effectivement il y a des acteurs qui sont plutôt satisfaits justement d'intégrer cette réglementation, parce que justement, eux, ça leur permet d'impulser en interne, avec le soutien de l'agence, d'être des évolutions et des transformations au sein de leur entité. Donc, on finit par le 4e enjeu, c'est les fournisseurs de services numériques. Donc, grosso modo, les fournisseurs de services numériques, c'est des entreprises de cloud, de moteurs de recherche ou des marketplaces. Il y a 2 critères qui ne sont pas cumulatifs. C'est avoir un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros ou avoir 50 salariés dans son entreprise. Dès lors que vous répondez à un de ces critères, vous êtes fournisseur de services numériques. Et à la différence des autres dispositifs, vous n'êtes ni désigné par l'État et vous n'avez pas à vous déclarer auprès de l'ANSSI, par exemple. Cela étant dit, quand vous êtes fournisseur de services numériques, vous avez quand même des contraintes qui s'imposent à vous. Pour être très clair, les contraintes, c'est vraiment un premier niveau de réglementation qui est à minima. Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a vraiment que des grands principes. C'est à l'acteur de faire en sorte justement de les mettre en place.
Donc il doit définir désigner un représentant sur le territoire national où il a son siège ou son établissement principal. Il doit identifier les risques. Et de ces risques, il doit prendre les mesures techniques et organisationnelles. Et c'est en ce sens que c'est vraiment très light par rapport justement aux autres dispositifs, puisque c'est à lui de jauger quels sont les dispositifs qui seront pertinents pour justement mesurer ce traitement des risques. Ensuite, c'est le seul moment, c'est à ce moment-là finalement qu'il y a une relation avec l'ANSSI, c'est au moment de la déclaration de ces incidents, puisque quand il y a un incident avec un effet significatif, il doit être déclaré auprès de l'agence. Et enfin, il peut être soumis à des contrôles de sécurité qui sont effectués soit par l'ANSSI, soit par des tiers de confiance. Donc voilà un peu le panorama, la vue d'ensemble de la directive Nice. Et je conclurai juste sur l'actualité en fait européenne, l'actualité politique européenne, puisque dernièrement on a eu les élections européennes, prochainement au mois de novembre on aura une nouvelle Commission européenne, et on constate que le sujet de cybersécurité est un sujet qui revient assez régulièrement. On a des parlementaires, on a des commissaires qui ont une certaine appétence sur le sujet, donc j'ai pas de boule de cristal, mais très clairement dans le calendrier des prochaines actions de la Commission, la V2 de la directive Nice devrait être lancée l'année prochaine, certainement plus vers le second semestre. Donc il y aura tout un bilan justement à faire sur ces différents dispositifs mis en œuvre, aussi bien au niveau institutionnel, donc au niveau étatique, au niveau européen, et aussi en termes de dispositifs pour les acteurs privés. Et donc justement il y aura certainement une V2, donc avec un format peut-être différent, donc ça sera à voir. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous en fin d'année prochaine pour faire un peu ce rétexte de la directive Nice et des enjeux justement de la V2 de cette directive. Merci.